bonjour à tous, c'est Calderman. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vais couper en 3 parties. Une première partie où je vais revenir sur le programme de ma chaîne jusqu'à la fin de l'année. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de chamboulements avec ce que j'ai prévu au début de l'année 2015, c'est pour ça que c'est intéressant d'y revenir. Dans une deuxième partie, je vais vous donner pour la première fois mes impressions sur Dark Souls 3. C'est vrai que j'avais envie de faire des vidéos en juin, lorsque les trailers sur Dark Souls 3 étaient sortis. On a appris tout simplement que un nouveau Dark Souls allait naître, donc forcément j'étais très heureux, j'avais envie de faire des vidéos, et puis au final je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant pour vous que je fasse une vidéo un peu plus constructive que simplement des impressions, et que je fasse un peu un comparatif entre Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne et Dark Souls 3, et ensuite je donnerai mes impressions vis-à-vis de ces points de comparaison. Dans une troisième partie, je vais parler de Dark Souls 2. Vous allez voir que j'ai pas mal de choses à dire sur ce jeu, notamment que je vais vous proposer un guide, tout simplement. Je trouve ça intéressant de le faire maintenant, car ça prépare un petit peu à l'arrivée de Dark Souls 3 en 2016. Je ne vais pas revenir sur le programme, je pense que vous avez compris que ça va être très axé Dark Souls, tout simplement parce que c'est une série qui me tient à cœur et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de jeux auxquels j'attends beaucoup, tout simplement en fin d'année 2015, à part peut-être Fallout 4, mais je reviendrai dessus. Voilà, ce que je vous propose maintenant, ça va être de suivre la vidéo comparative sur les différents Dark Souls, Bloodborne et le nouveau Dark Souls 3. Caché derrière son bouclier, en tournant tout doucement autour de l'ennemi, prêt à lui asséner un dernier coup, il faut comprendre que le joueur de Dark Souls 1 est un joueur qui va être patient et qui va s'orienter naturellement vers un build où il va pouvoir encaisser des coups. Donc ça veut dire un gros bouclier, une grosse armure et une arme relativement puissante. Mais malgré tout, il va faire en sorte de pouvoir esquiver les coups assez rapidement grâce à une agilité augmentée. On va se rendre compte avec l'expérience et avec du temps de jeu que plus on est léger et plus on va être rapide, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des facultés d'esquiver les coups vraiment très élevées, et comme on sait que Dark Souls 1 possède un gameplay plutôt lent et des ennemis qui sont lents mais puissants, eh bien on va avoir tendance à être très léger, faire des dégâts et faire des esquives. Une autre chose qui est aussi importante, en parlant un peu de choses qui sont cheatées et qui rend facile le jeu, eh bien c'est la magie. La magie qui est vraiment une arme de destruction massive dans Dark Souls 1, et généralement dans les speedruns c'est ce qui est le plus utilisé. C'est quelque chose qui tranche complètement au niveau du gameplay avec le corps à corps, et c'est assez déroutant d'ailleurs quand la première fois on utilise la magie. Une chose qui est importante aussi, la magie se régénère pas comme une barre de mana ou la barre d'endurance dans les Souls, mais par contre la magie est une quantité, c'est-à-dire que quand on part d'un feu, on va avoir par exemple 20 lames foudroyantes, il faudra atteindre le prochain feu, ou alors le feu précédent, pour recharger ces lames. Vous voyez que par exemple si vous arrivez au milieu d'une zone et vous n'avez plus de lames foudroyantes, eh bien vous n'avez plus d'armes, il faudra se battre au corps à corps. Le level design, lui, est construit de manière à donner un sens à toutes les zones que l'on parcourt. Il faut comprendre que c'est qu'à la moitié du jeu où la téléportation est accessible et où on peut refaire des zones précédentes et refaire des boss qui étaient trop durs pour nous au début du jeu. Le jeu repose vraiment sur 2 bases essentielles, c'est-à-dire prendre conscience de notre environnement et connaître le pattern de nos ennemis. Si on passe pas ce cap-là, à mon avis, on a de fortes chances de jeter le jeu par la fenêtre. Donc si je devais parler maintenant des points négatifs de Dark Souls 1, je dirais tout simplement que au tout début du jeu, quand on ouvre le menu statistique, eh bien on tombe sur toute une page où on ne comprend absolument rien, que ça soit l'intelligence, la dextérité, la foi, l'humanité par exemple, qu'on ne sait même pas du tout ce que c'est, et il n'y a aucune information que nous donne From Software, et c'est un peu gênant quand on est débutant. La même chose pour nos compétences d'action, c'est-à-dire que je connais des personnes qui ont joué au jeu sans faire un seul compte, sans faire aucune attaque sautée, et aucun coup de pied et aucune attaque plongeante, donc ça fait quand même beaucoup d'éléments de gameplay qui sont difficiles à trouver et qui ne sont pas naturels. Un autre point négatif, et je vais m'arrêter avec Dark Souls 1, vous allez voir que Dark Souls 1 j'ai fait j'ai passé pas mal de temps à vous expliquer Dark Souls 1, et vous allez voir que pour Dark Souls 2, Bloodborne et Dark Souls 3 ça sera beaucoup plus court parce que les comparaisons seront plus faciles. Mais je vais revenir du coup sur le point négatif, c'est que de Dark Souls 1, c'est que techniquement et graphiquement, eh bien il est à la ramasse. Et bon, c'est pas très grave tout simplement parce que une fois manette en main, je peux vous dire que les heures elles défilent autant que nos morts d'ailleurs. On va pouvoir enfin comparer Dark Souls 1 et Dark Souls 2. C'est vrai que ce sont 2 jeux qui sont quand même relativement très proches, mais en fouillant un tout petit peu, on arrive à trouver quand même des choses plutôt croustillantes.
Dark Souls 2 a un gameplay beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que nos attaques et nos esquives le sont. Nous avons la téléportation disponible dès le début du jeu, et puis il y a la durabilité de l'arme qui fait son apparition et qui donne un rythme beaucoup plus élevé au jeu. Malgré cela, l'impression de lourdeur existe et comme d'habitude, notre patience sera notre meilleur ami. On se retrouve avec un Dark Souls 2 un petit peu moins Dark Fantasy que le 1, et puis le level design lui est beaucoup plus dirigiste et un peu moins cohérent qu'avant. C'est-à-dire que après avoir, attention le spoil, tué les 4 ennemis, j'en dis pas plus, on se retrouve dans des zones peut-être un peu plus linéaires et on est un tout petit peu moins libre. C'est vrai que les boss aussi, eux, sont un peu redondants et un peu moins charismatiques et c'est assez dommage. Surtout, et ça c'est vraiment un point négatif que je trouve à Dark Souls 2, c'est la transition entre les zones qui est vraiment maladroite. Par exemple, on se retrouve d'une zone de forêt à une zone de lave, c'est très particulier. La téléportation évidemment n'aide pas à ça, puisque vu qu'on l'a dès le début, on peut très rapidement se retrouver d'une zone à l'autre sans savoir vraiment où on est. En tout cas, l'impression de Dark Souls 1 où on pouvait facilement à la fin du jeu dessiner une carte, dans Dark Souls 2 ça n'existe plus du tout. Alors c'est vrai que là je suis en train de citer les points négatifs et on a l'impression que je suis en train de défoncer Dark Souls 2 et que je l'ai pas du tout aimé. Eh bien non, évidemment à Dark Souls 2 j'ai absolument adoré. Déjà premièrement, et ça je trouve que c'est ce qui a manqué à Dark Souls 1, Dark Souls 2 est d'une richesse incroyable, que ce soit au niveau des armes, des environnements, des objets, des armures, des colliers, des choses comme ça, c'est assez impressionnant et si vous voulez tout récupérer avec les 3 extensions vous allez y mettre du temps et vraiment tant mieux, c'est bien. Un autre point positif, déjà que le fait que le rythme soit rehaussé est tant mieux, c'est la fluidité du jeu. Et techniquement, il est vraiment bien meilleur que Dark Souls 1 et c'est vraiment très agréable, on a l'impression de faire qu'un avec notre héros. Un exemple tout simple, j'ai beaucoup joué ces derniers temps à Dark Souls 2, par plaisir un soir je me suis dit tiens je vais me remettre sur Dark Souls 1, et bien ce dernier j'avais l'impression qu'il avait pris 150 ans dans la vie. Donc c'est assez ambigu, mais je préfère Dark Souls 1, mais je préfère jouer à Dark Souls 2. Donc je prends plus de plaisir à jouer à Dark Souls 2, donc voilà, c'est très ambigu, mais ce sont deux jeux évidemment que j'adore. Maintenant on va s'attarder sur Bloodborne, et vous allez voir que dans un premier temps, si j'avais l'impression que ce jeu était vraiment à deux milieux des Dark Souls, eh bien on se rend compte finalement qu'il y a pas mal de points de comparaison, et ça vaut le coup vraiment de les énumérer. Annoncé comme une mini-révolution dans la saga Dead Souls, Bloodborne arrive sur nos PS4. Et après avoir passé plusieurs heures de jeu dessus, avoir proposé un guide sur ma chaîne YouTube, eh bien tout simplement je me demande si From Software avait raison, est-ce que Bloodborne est une révolution à comparer de Dark Souls 1 et Dark Souls 2 ? En effet, Bloodborne ne propose plus de magie, plus de bouclier. A la place, nous avons un regard de soin rapide, une apparition des dashs et des esquives supersoniques qui donnent le ton à un gameplay immersif. Bref, un Dark Souls qui mise sur un rythme plus élevé qui donne l'impression au joueur d'être en constante pression. Quand on parle de Bloodborne, il est impossible de ne pas parler de son ambiance, de sa mise en scène et de son environnement. Pensez au combat contre le père Gascoigne, finalement ce n'est pas l'ennemi en lui-même le plus dangereux, mais c'est de rester coincé ou de se taper contre une tombe et de ne plus pouvoir se défendre. La première chose qui est frappante quand on joue à Bloodborne et qu'on est un ancien joueur des Dark Souls, c'est d'avoir l'impression d'être livré totalement à l'ennemi. Effectivement, vu qu'il n'y a plus de bouclier, on n'a plus une armure surpuissante, on se prend un coup, ça peut être fatal. Fini les combats trop longs et à rallonge où on peut simplement reculer pour prendre une potion. Maintenant, les boss, comme nous, sont capables d'aller extrêmement vite, de voler, de sauter, de faire des dashs, et souvent il suffit de prendre exemple sur un boss pour savoir comment jouer à Bloodborne. From Software demande aux joueurs tout simplement de laisser tomber le bouclier et la magie et de se préoccuper d'un corps à corps dynamique et viscéral. Donc avec tous ces points de comparaison, on pourrait dire que oui, Bloodborne est effectivement une révolution par rapport au Dark Souls. Pourtant, quand on va un peu plus loin que le gameplay, ce qui est simplement visuel, on s'aperçoit que dans la construction du jeu, dans la colonne vertébrale de Bloodborne, on retrouve l'essence même de ce qui fait les Dark Souls. Prenons le temps de regarder son level design qui est calqué sur celui de Dark Souls 1, tout simplement de la construction de son environnement et des zones. Les zones, on voit bien qu'elles sont fabriquées les unes après les autres comme ça, qui s'empilent, qui forment un puzzle et qui sont liées les unes aux autres. J'ai envie de dire, au-delà de son gameplay qui est dynamique, on retrouve quand même une sensation de solitude et son environnement et sa direction artistique, je vais y arriver, sa direction artistique, on voit bien qu'elle est immense par rapport à ce qu'on est, on a l'impression d'être tout petit, c'est ce qu'on retrouve aussi notamment dans Dark Souls 2 avec des zones et des châteaux vraiment immenses, par exemple en Orlando dans Dark Souls 1.
Il n'y a rien à faire tout simplement, c'est l'essence même de Dark Souls et de l'émotion. On a beau, je pense, et ils ont beau essayer de faire peut-être un rythme encore plus élevé, des combats encore plus violents, plus dynamiques et plus immersifs. Je crois qu'en fait, au-delà de son gameplay, de son level design, c'est tout simplement l'âme des From Software qu'on retrouve dans Bloodborne. La grande force du titre, c'est d'avoir réussi à rassembler des nouveaux joueurs tout en comblant les attentes des anciens. Maintenant on va parler de Dark Souls 3 et la question que je vais poser un peu en introduction de ce qui va venir, ça va être est-ce que Dark Souls 3 est plus un Bloodborne 2 ou dans la lignée des Souls. Les trailers et les différents gameplays sont représentatifs de la volonté de From Software de rendre la licence toujours plus tournée vers le dynamisme, en n'oubliant pas de garder la richesse qui avait manqué un tout petit peu à Bloodborne. C'est-à-dire la multitude des builds possibles avec un background et des équipements toujours plus nombreux et intéressants. Dark Souls 3 est donc vraiment un Dark Souls avec un système de combat qui va être un peu plus rapide, donc amélioré. Je pense que techniquement il va être aussi plus fluide et ça va être agréable. Contrairement à Bloodborne, et bien sûr on a l'apparition de nouveau de la magie et des boucliers et puis d'un environnement qui sera beaucoup plus lumineux avec des décors extérieurs. Les deux petites choses qu'on ne sait pas trop encore, c'est que j'ai vu une vidéo de gameplay où apparemment, selon les classes qu'on choisit, donc selon le build qu'on va construire avec notre personnage, eh bien on va avoir des attaques un peu spéciales. Eh bien tout simplement, on va pouvoir lancer apparemment une flèche sur un ennemi qui est assez loin, soit pour l'attirer, soit pour commencer à lui faire des dégâts avant de s'approcher au corps à corps. Donc je pense qu'il y aura des petites nouveautés comme ça qui ne sont pas tout à fait connues encore. C'est vrai que le gameplay c'était, j'ai regardé ça, c'était 2 fois 30 minutes, donc c'était pas assez, on n'en a pas vu beaucoup. J'ai vu notamment que l'environnement était beaucoup plus actif qu'avant. Par exemple là sur une vidéo on voit un dragon qui va lancer des flammes et qui va tuer des ennemis, et si on revient on peut faire ça en boucle pour farmer, un peu comme dans Dark Souls 1 et aussi un peu dans Bloodborne. Rappelez-vous l'espèce de amygdalée là, la grosse araignée, tout ça qui lançait des éclairs sur les escaliers. Je pense que dans Dark Souls 3 on verra un peu plus ce mécanisme là. Voilà, donc je suis vraiment pas inquiet, comme je vous dis, je suis persuadé que Dark Souls 3 sera un très bon jeu. J'ai vu que au Japon il va sortir, j'ai vu ça tout à l'heure, il va sortir le 24 mars au Japon sur PS4 et Xbox One si je dis pas de bêtises. Sur PC il sortira je pense un tout petit peu plus tard, peut-être un mois plus tard, comme ils avaient fait pour Dark Souls 2. Donc on verra. J'ai vu qu'il y a une bêta qui est ouverte au Japon, donc j'espère qu'en Europe on va en avoir une, et j'aimerais évidemment participer. Ça va pas être évident mais je vais tout faire pour pouvoir y jouer. Je pense que je pourrais pas capturer les images si j'y arrive, mais au moins je pourrais vous en parler et ça sera peut-être j'aurai une plus grande crédibilité vis-à-vis de ça. Voilà, mais écoutez, on a fait le tour en tout cas des jeux. J'espère que c'était pas trop long pour vous. J'ai vraiment pris le temps, j'ai tourné ça en 2 jours. Je voulais vraiment que ça soit assez concis. J'espère ne pas avoir trop dit le mot Dark Souls, Bloodborne, c'est pas compliqué ou des choses comme ça. C'est vrai que j'ai des mots que je répète. Ça c'est quelque chose que je travaille. Je pense qu'en termes d'articulation, je peux faire beaucoup mieux. Construire mes phrases. Là j'ai pris beaucoup de notes. J'ai écrit pas mal de choses et après j'ai laissé un peu ma façon de parler faire pour que ça soit un petit peu naturel et pas trop robotisé. Voilà. Écoutez, on va parler maintenant de Dark Souls 2 et du guide que je vais vous proposer. Vous allez voir que ça va être un guide ultra complet. Je vais vraiment prendre mon temps. Je vais essayer de faire beaucoup mieux que le guide sur The Witcher 3. Faut dire que je suis un peu déçu du guide, de comment il s'est fait. J'ai déménagé. Là j'ai eu un boulot et tout ça, donc j'ai un peu moins de temps, c'est un peu plus compliqué, mais bon, je vais revenir sur The Witcher 3, je vais le finir tranquillement, et en même temps je ferai le guide sur Dark Souls 2, et le guide de Dark Souls 2, je vais vraiment le faire à fond. Faut savoir une chose, écoutez, je vais d'abord lancer la séquence, et puis je vous parlerai de ça juste après. Allez, c'est parti. Donc
Donc après toutes ces comparaisons et après avoir parlé un petit peu de Dark Souls 3, il est temps de parler enfin du guide de Dark Souls 2. Vous allez voir que j'ai pas mal de petites choses à vous dire, des choses plutôt sympas d'ailleurs. Il faut savoir que donc de septembre jusqu'à décembre, je vais proposer le guide de Dark Souls 2, j'espère le finir en novembre, et en novembre, peut-être que l'extension de Bloodborne va sortir. En tout cas, je croise les doigts. J'ai vu une news, je sais pas si vous l'avez vu, mais je crois que c'est le 10 août ou 11 août, quelque chose comme ça. Miyazaki, donc du coup le directeur, le producteur des Dark Souls et de Bloodborne, a tout simplement dit qu'il travaillait en ce moment sur Dark Souls 3 et sur Bloodborne, que c'était les deux en même temps, c'était pas la première fois qu'il faisait ça, qu'il fallait pas qu'on s'inquiète, que le DLC allait sortir, il n'y a pas de souci, et que dans tous les cas, les deux seront de qualité. Donc franchement, voilà, quelque part on est un peu rassuré, mais on doutait pas non plus de Miyazaki. Voilà pour ça. J'ai une petite anecdote aussi à vous raconter qui est plutôt sympa. Au mois de juillet-août, j'avais joué à Dark Souls 2, je l'ai bien poncé, faut dire les choses comme elles sont. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, j'ai trouvé vraiment la richesse du titre incroyable, comme je vous disais un peu plus tôt, mais c'est pas de ça dont je veux vous parler, c'est simplement que j'avais fait le jeu de base, et j'avais pas fait Scholar of the Sin, je crois, c'est ça l'extension, j'avais pas fait avec les 3 extensions, avec les nouveautés et tout ça. Donc du coup, mi-août, je me suis dit je vais enfin acheter le jeu complet et tout ça, je l'achète sur PC, et je me retrouve du coup dans la première zone, l'une des premières zones du jeu après l'Orée, c'est la forêt des géants. Je me retrouve dans la forêt des géants, et là, il y a des mobs qui étaient pas là. Donc autant le level design, les décors, l'environnement, tout ça ne change pas. Par contre, tout simplement, ils ont rajouté des ennemis, mais en quantité. Donc c'est pas forcément utile d'avoir ajouté des ennemis comme ça, si ce n'est que ça augmente tout simplement la difficulté, et puis ça rajoute du travail pour moi quand je vais faire le guide. Donc c'est pas grave, c'est pas gênant du tout, mais quand je vous dis qu'ils ont rajouté des ennemis, c'est des ennemis non seulement plus forts, mais parfois dans une zone, alors qu'il y en avait 4 ou 5, on se retrouve avec 10 ennemis. Dans des zones qui sont assez petites, je me suis retrouvé, normalement il y a 2 ennemis, il y en a 5. C'est vraiment très très particulier, et puis j'ai l'impression tout simplement qu'avec cette extension on se retrouve, Dark Souls prend une dimension hack and slash plus qu'une dimension RPG action où on est vraiment seul. Là il y a tout le temps des ennemis, c'est vraiment impressionnant. Voilà, donc ça c'était la petite anecdote plutôt sympa. Donc je vais vous proposer ce guide, vous allez voir que ça va pas prendre normalement trop de temps, tout simplement parce que quand j'ai un projet en tête, et notamment un Dark Souls ou par exemple un Bloodborne, vous avez vu que j'avais fait assez vite, je crois en 2 semaines et demie, Bloodborne je l'avais plié, enfin en tout cas le guide. Je pense que là ça sera plus long pour Dark Souls 3 parce qu'il est beaucoup plus riche, il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'armures, d'objets et d'épées, etc. Donc du coup ça prendra plus de temps, mais j'ai tout simplement trop hâte de commencer parce que j'adore ce jeu. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vous ai parlé de l'extension de Bloodborne, je vous ai parlé du guide de Dark Souls 2. Je voulais vous remercier en tout cas, ma chaîne a atteint je crois hier les 1600 abonnés, c'est trop bien c'est énorme, ça me fait vraiment plaisir. Merci de votre fidélité, j'espère en tout cas vous retrouver sur Dark Souls 2 et pourquoi pas sur Dark Souls 3 ou l'extension de Bloodborne un peu plus tard. Il me reste plus qu'à vous remercier, on se dit à très vite, ciao à tous, salut. Et bonjour à tous, c'est Calderman, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vais couper en 3 parties. Une première partie où je vais revenir sur le programme de ma chaîne jusqu'à la fin de l'année. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de chamboulements avec ce que j'ai prévu au début de l'année 2015, c'est pour ça que c'est intéressant d'y revenir.
Dans une deuxième partie, je vais vous donner pour la première fois mes impressions sur Dark Souls 3. C'est vrai que j'avais envie de faire des vidéos en juin, lorsque les trailers sur Dark Souls 3 étaient sortis. On a appris tout simplement que un nouveau Dark Souls allait naître, donc forcément j'étais très heureux, j'avais envie de faire des vidéos, et puis au final je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant pour vous que je fasse une vidéo un peu plus constructive que simplement des impressions, et que je fasse un peu un comparatif entre Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne et Dark Souls 3, et ensuite je donnerai mes impressions vis-à-vis de ces points de comparaison. Dans une troisième partie, je vais parler de Dark Souls 2. Vous allez voir que j'ai pas mal de choses à dire sur ce jeu, notamment que je vais vous proposer un guide, tout simplement. Je trouve ça intéressant de le faire maintenant, car ça prépare un petit peu à l'arrivée de Dark Souls 3 en 2016. Je ne vais pas revenir sur le programme, je pense que vous avez compris que ça va être très axé Dark Souls, tout simplement parce que c'est une série qui me tient à cœur et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de jeux auxquels j'attends beaucoup, tout simplement en fin d'année 2015, à part peut-être Fallout 4, mais je reviendrai dessus. Voilà, ce que je vous propose maintenant, ça va être de suivre la vidéo comparative sur les différents Dark Souls, Bloodborne et le nouveau Dark Souls 3. Caché derrière son bouclier, en tournant tout doucement autour de l'ennemi, prêt à lui asséner un dernier coup, il faut comprendre que le joueur de Dark Souls 1 est un joueur qui va être patient et qui va s'orienter naturellement vers un build où il va pouvoir encaisser des coups. Donc ça veut dire un gros bouclier, une grosse armure et une arme relativement puissante. Mais malgré tout, il va faire en sorte de pouvoir esquiver les coups assez rapidement grâce à une agilité augmentée. On va se rendre compte avec l'expérience et avec du temps de jeu que plus on est léger et plus on va être rapide, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des facultés d'esquiver les coups vraiment très élevées, et comme on sait que Dark Souls 1 possède un gameplay plutôt lent et des ennemis qui sont lents mais puissants, eh bien on va avoir tendance à être très léger, faire des dégâts et faire des esquives. Une autre chose qui est aussi importante en parlant un peu de choses qui sont cheatées et qui rend facile le jeu, eh bien c'est la magie. La magie qui est vraiment une arme de destruction massive dans Dark Souls 1, et généralement dans les speedruns c'est ce qui est le plus utilisé. C'est quelque chose qui tranche complètement au niveau du gameplay avec le corps à corps, et c'est assez déroutant d'ailleurs quand la première fois on utilise la magie. Une chose qui est importante aussi, la magie se régénère pas comme une barre de mana ou la barre d'endurance dans les Souls, mais par contre la magie est une quantité, c'est-à-dire que quand on part d'un feu, oui, mais eh bien non, évidemment à Dark Souls 2 j'ai absolument adoré. Déjà premièrement, et ça je trouve que c'est ce qui a manqué à Dark Souls 1, Dark Souls 2 est d'une richesse incroyable, que ce soit au niveau des armes, des environnements, des objets, des armures, des colliers, des choses comme ça. C'est assez impressionnant, et si vous voulez tout récupérer avec les 3 extensions, vous allez mettre du temps, et vraiment tant mieux, c'est bien. Un autre point positif, déjà que le fait que le rythme soit rehaussé est tant mieux, c'est la fluidité du jeu, et techniquement il est vraiment bien meilleur que Dark Souls 1, et c'est vraiment très agréable, on a l'impression de faire qu'un avec notre héros. Un exemple tout simple, j'ai beaucoup joué ces derniers temps à Dark Souls 2, par plaisir un soir je me suis dit tiens je vais me remettre sur Dark Souls 1, et bien ce dernier j'avais l'impression qu'il avait pris 150 ans dans la vue. Donc c'est assez ambigu, mais je préfère Dark Souls 1, mais je préfère jouer à Dark Souls 2. Donc je prends plus de plaisir à jouer à Dark Souls 2, donc voilà, c'est très ambigu, mais ce sont deux jeux évidemment que j'adore. Maintenant on va s'attarder sur Bloodborne, et vous allez voir que dans un premier temps, si j'avais l'impression que ce jeu était vraiment à demi-lieu des Dark Souls, eh bien on se rend compte finalement qu'il y a pas mal de points de comparaison, et ça vaut le coup vraiment de les énumérer. Annoncé comme une mini-révolution dans la saga des Souls, Bloodborne arrive sur nos PS4. Et après avoir passé plusieurs heures de jeu dessus, avoir proposé un guide sur ma chaîne YouTube, eh bien tout simplement je me demande si From Software avait raison. Est-ce que Bloodborne est une révolution à comparer de Dark Souls 1 et Dark Souls 2 ? En effet, Bloodborne ne propose plus de magie, plus de bouclier. A la place, nous avons un regard de soin rapide, une apparition des dashs et des esquives supersoniques qui donnent le ton à un gameplay immersif. Bref, un Dark Souls qui mise sur un rythme plus élevé, qui donne l'impression au joueur d'être en constante pression. Quand on parle de Bloodborne, il est impossible de ne pas parler de son ambiance, de sa mise en scène et de son environnement. Pensez au combat contre le père Gascoigne, finalement ce n'est pas l'ennemi en lui-même le plus dangereux, mais c'est de rester coincé ou de se taper contre une tombe et de ne plus pouvoir se défendre. La première chose qui est frappante quand on joue un Bloodborne et qu'on est un ancien joueur des Dark Souls, c'est d'avoir l'impression d'être livré totalement à l'ennemi. Effectivement, vu qu'il n'y a plus de bouclier, on n'a plus une armure surpuissante, on se prend un coup, ça peut être fatal.
Fini les combats trop longs et à rallonge où on peut simplement reculer pour prendre une potion. Maintenant, les boss, comme nous, sont capables d'aller extrêmement vite, de voler, de sauter, de faire des dashs, et souvent il suffit de prendre exemple sur un boss pour savoir comment jouer à Bloodborne. From Software demande aux joueurs tout simplement de laisser tomber le bouclier et la magie et de se préoccuper d'un corps à corps dynamique et viscéral. Donc avec tous ces points de comparaison, on pourrait dire que oui, Bloodborne est effectivement une révolution par rapport au Dark Souls. Pourtant, quand on va un peu plus loin que le gameplay, ce qui est simplement visuel, on s'aperçoit que dans la construction du jeu, dans la colonne vertébrale de Bloodborne, on retrouve l'essence même de ce qui fait les Dark Souls. Prenons le temps de regarder son level design qui est calqué sur celui de Dark Souls 1, tout simplement de la construction de son environnement et des zones. Les zones, on voit bien qu'elles sont fabriquées les unes après les autres comme ça, qui s'empilent, qui forment un puzzle et qui sont liées les unes aux autres. J'ai envie de dire, au-delà de son gameplay qui est dynamique, on retrouve quand même une sensation de solitude et son environnement et sa... On va avoir par exemple 20 lames foudroyantes, il faudra atteindre le prochain feu, ou alors le feu précédent, pour recharger ces lames. Vous voyez que par exemple, si vous arrivez au milieu d'une zone et vous n'avez plus de lames foudroyantes, eh bien vous n'avez plus d'armes, il faudra se battre au corps à corps. Le level design, lui, est construit de manière à donner un sens à toutes les zones que l'on parcourt. Il faut comprendre que c'est qu'à la moitié du jeu où la téléportation est accessible et où on peut refaire des zones précédentes et refaire des boss qui étaient trop durs pour nous au début du jeu. Le jeu repose vraiment sur deux bases essentielles, c'est-à-dire prendre conscience de notre environnement et connaître le pattern de nos ennemis. Si on passe pas ce cap-là, à mon avis, on a de fortes chances de jeter le jeu par la fenêtre. Donc si je devais parler maintenant des points négatifs de Dark Souls 1, je dirais tout simplement que au tout début du jeu, quand on ouvre le menu statistique, eh bien on tombe sur toute une page où on ne comprend absolument rien, que ça soit l'intelligence, la dextérité, la foi, l'humanité par exemple, qu'on ne sait même pas du tout ce que c'est, et il n'y a aucune information que nous donne From Software, et c'est un peu gênant quand on est débutant. La même chose pour nos compétences d'action, c'est-à-dire que je connais des personnes qui ont joué au jeu sans faire un seul compte, sans faire aucune attaque sautée, et aucun coup de pied et aucune attaque plongeante, donc ça fait quand même beaucoup d'éléments de gameplay qui sont difficiles à trouver et qui ne sont pas naturels. Un autre point négatif, et je vais m'arrêter avec Dark Souls 1, vous allez voir que Dark Souls 1, j'ai fait j'ai passé pas mal de temps à vous expliquer Dark Souls 1, et vous allez voir que pour Dark Souls 2, Bloodborne et Dark Souls 3, ça sera beaucoup plus court parce que les comparaisons seront plus faciles. Mais je vais revenir du coup sur le point négatif, c'est que de Dark Souls 1, c'est que techniquement et graphiquement, eh bien il est à la ramasse. Et bon, c'est pas très grave tout simplement parce que une fois manette en main, je peux vous dire que les heures elles défilent autant que nos morts d'ailleurs. On va pouvoir enfin comparer Dark Souls 1 et Dark Souls 2. C'est vrai que ce sont deux jeux qui sont quand même relativement très proches, mais en fouillant un tout petit peu, on arrive à trouver quand même des choses plutôt croustillantes. Dark Souls 2 a un gameplay beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que nos attaques et nos esquives le sont, nous avons la téléportation disponible dès le début du jeu, et puis il y a la durabilité de l'arme qui fait son apparition et qui donne un rythme beaucoup plus élevé au jeu. Malgré cela, l'impression de lourdeur existe et comme d'habitude, notre patience sera notre meilleur ami. On se retrouve avec un Dark Souls 2 un petit peu moins Dark Fantasy que le 1, et puis le level design lui est beaucoup plus dirigiste et un peu moins cohérent qu'avant, c'est-à-dire que après avoir, attention le spoil, tué les 4 ennemis, j'en dis pas plus, on se retrouve dans des zones peut-être un peu plus linéaires et on est un tout petit peu moins libre. C'est vrai que les boss aussi, eux, sont un peu redondants et un peu moins charismatiques, et c'est assez dommage. Surtout, et ça c'est vraiment un point négatif que je trouve à Dark Souls 2, c'est la transition entre les zones qui est vraiment maladroite. Par exemple, on se retrouve d'une zone de forêt à une zone de lave, c'est très particulier. La téléportation évidemment n'aide pas à ça, puisque vu qu'on l'a dès le début, on peut très rapidement se retrouver d'une zone à l'autre sans savoir vraiment où on est. En tout cas, l'impression de Dark Souls 1 où on pouvait facilement à la fin du jeu dessiner une carte, dans Dark Souls 2 ça n'existe plus du tout. Alors c'est vrai que là je suis en train de citer les points négatifs et on a l'impression que je suis en train de défoncer Dark Souls 2 et que je l'ai pas du tout. Sa direction artistique, je vais y arriver, sa direction artistique on voit bien qu'elle est immense par rapport à ce qu'on est, on a l'impression d'être tout petit, c'est ce qu'on retrouve aussi notamment dans Dark Souls 2 avec des zones et des châteaux vraiment immenses, par exemple en Orlando dans Dark Souls 1. Il n'y a rien à faire tout simplement, c'est l'essence même de Dark Souls et de l'émotion. On a beau, je pense, et ils ont beau essayer de faire peut-être un rythme encore plus élevé, des combats encore plus violents, plus dynamiques et plus immersifs,
Je crois qu'en fait, au-delà de son gameplay, de son level design, c'est tout simplement l'âme des From Software qu'on retrouve dans Bloodborne. La grande force du titre, c'est d'avoir réussi à rassembler des nouveaux joueurs tout en comblant les attentes des anciens. Maintenant, on va parler de Dark Souls 3 et la question que je vais poser un peu en introduction de ce qui va venir, ça va être est-ce que Dark Souls 3 est plus un Bloodborne 2 ou dans la lignée des Souls? Les trailers et les différents gameplays sont représentatifs de la volonté de From Software de rendre la licence toujours plus tournée vers le dynamisme, en n'oubliant pas de garder la richesse qui avait manqué un tout petit peu à Bloodborne. C'est-à-dire la multitude des builds possibles avec un background et des équipements toujours plus nombreux et intéressants. Dark Souls 3 est donc vraiment un Dark Souls avec un système de combat qui va être un peu plus rapide, donc amélioré. Je pense que techniquement il va être aussi plus fluide et ça va être agréable. Contrairement à Bloodborne, et bien sûr on a l'apparition de nouveau de la magie et des boucliers et puis d'un environnement qui sera beaucoup plus lumineux avec des décors extérieurs. Les deux petites choses qu'on ne sait pas trop encore, c'est que j'ai vu une vidéo de gameplay où apparemment, selon les classes qu'on choisit, donc selon le build qu'on va construire avec notre personnage, eh bien on va avoir des attaques un peu spéciales. Eh bien tout simplement, on va pouvoir lancer apparemment une flèche sur un ennemi qui est assez loin, soit pour l'attirer, soit pour commencer à lui faire des dégâts avant de s'approcher au corps à corps. Donc je pense qu'il y aura des petites nouveautés comme ça qui ne sont pas tout à fait connues encore. C'est vrai que le gameplay c'était, j'ai regardé ça, c'était 2 fois 30 minutes, donc c'était pas assez, on n'en a pas vu beaucoup. J'ai vu notamment que l'environnement était beaucoup plus actif qu'avant. Par exemple là sur une vidéo on voit un dragon qui va lancer des flammes et qui va tuer des ennemis, et si on revient on peut faire ça en boucle pour farmer, un peu comme dans Dark Souls 1 et aussi un peu dans Bloodborne. Rappelez-vous l'espèce de amygdalée là, la grosse araignée, tout ça qui lançait des éclairs sur les escaliers. Je pense que dans Dark Souls 3 on verra un peu plus ce mécanisme là. Voilà, donc je suis vraiment pas inquiet, comme je vous dis, je suis persuadé que Dark Souls 3 sera un très bon jeu. J'ai vu que au Japon il va sortir, j'ai vu ça tout à l'heure, il va sortir le 24 mars au Japon sur PS4 et Xbox One si je dis pas de bêtises. Sur PC il sortira je pense un tout petit peu plus tard, peut-être un mois plus tard, comme ils avaient fait pour Dark Souls 2. Donc on verra. J'ai vu qu'il y a une bêta qui est ouverte au Japon, donc j'espère qu'en Europe on va en avoir une, et j'aimerais évidemment participer. Ça va pas être évident mais je vais tout faire pour pouvoir y jouer. Je pense que je pourrais pas capturer les images si j'y arrive, mais au moins je pourrais vous en parler et ça sera peut-être j'aurai une plus grande crédibilité vis-à-vis de ça. Voilà, mais écoutez, on a fait le tour en tout cas des jeux. J'espère que c'était pas trop long pour vous. J'ai vraiment pris le temps, j'ai tourné ça en 2 jours. Je voulais vraiment que ça soit assez concis. J'espère ne pas avoir trop dit le mot Dark Souls, Bloodborne, c'est pas compliqué ou des choses comme ça. C'est vrai que j'ai des mots que je répète. Ça c'est quelque chose que je travaille. Je pense qu'en termes d'articulation, je peux faire beaucoup mieux. Construire mes phrases. Là j'ai pris beaucoup de notes. J'ai écrit pas mal de choses et après j'ai laissé un peu ma façon de parler faire pour que ça soit un petit peu naturel et pas trop robotisé. Voilà. Écoutez, on va parler maintenant de Dark Souls 2 et du guide que je vais vous proposer. Vous allez voir que ça va être un guide ultra complet. Je vais vraiment prendre mon temps. Je vais essayer de faire beaucoup mieux que le guide sur The Witcher 3. Faut dire que je suis un peu déçu du guide, de comment il s'est fait. J'ai déménagé. Là j'ai eu un boulot et tout ça, donc j'ai un peu moins de temps, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, je vais revenir sur The Witcher 3, je vais le finir tranquillement. Et en même temps, je ferai le guide sur Dark Souls 2. Et le guide de Dark Souls 2, je vais vraiment le faire à fond. Faut savoir une chose. Écoutez, non, je vais d'abord lancer la séquence et puis je vous parlerai de ça juste après. Allez, c'est parti. Donc après toutes ces comparaisons et après avoir parlé un petit peu de Dark Souls 3, il est temps de parler enfin du guide de Dark Souls 2. Vous allez voir que j'ai pas mal de petites choses à vous dire, des choses plutôt sympas d'ailleurs. Il faut savoir que donc de septembre jusqu'à décembre, je vais proposer le guide de Dark Souls 2. J'espère le finir en novembre. Et en novembre, peut-être que l'extension de Bloodborne va sortir. En tout cas, je croise les doigts. J'ai vu une news, je sais pas si vous l'avez vu, mais je crois que c'est le 10 août ou 11 août, quelque chose comme ça. Miyazaki, donc du coup
le directeur, le producteur des Dark Souls et de Bloodborne, et a tout simplement dit qu'il travaillait en ce moment sur Dark Souls 3 et sur Bloodborne, que c'était les deux en même temps, c'était pas la première fois qu'il faisait ça, qu'il fallait pas qu'on s'inquiète, que le DLC allait sortir, il n'y a pas de souci, et que dans tous les cas, les deux seront de qualité, donc franchement, bon bah voilà, quelque part on est un peu rassuré, mais on doutait pas non plus de Miyazaki. Voilà pour ça, j'ai une petite anecdote aussi à vous raconter qui est plutôt sympa. Au mois de juillet-août, j'avais joué à Dark Souls 2, je l'ai bien poncé, faut dire les choses comme elles sont. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, j'ai trouvé vraiment la richesse du titre incroyable comme je vous disais un peu plus tôt, mais c'est pas de ça dont je veux vous parler, c'est simplement que j'avais fait le jeu de base, j'avais pas fait Scholar of the Sin, je crois, c'est ça l'extension, j'avais pas fait avec les 3 extensions, avec les nouveautés et tout ça. Donc du coup mi-août je me suis dit bon bah je vais enfin acheter le jeu complet et tout ça, je l'achète sur PC et je me retrouve du coup dans la première zone, l'une des premières zones du jeu après l'Orée, c'est la forêt des géants, je me retrouve dans la forêt des géants et là il y a des mobs qui étaient pas là. Donc autant le level design, les décors, l'environnement, tout ça ne change pas, par contre eh bien tout simplement ils ont rajouté des ennemis mais en quantité, donc c'est pas forcément utile d'avoir ajouté des ennemis comme ça, si ce n'est que ça augmente tout simplement la difficulté et puis ça rajoute du travail pour moi quand je vais faire le guide. Donc c'est pas grave, hein,